La dot, c'est une reconnaissance de la famille qui vient prendre une fille dans une autre famille. Parce que vous savez que pour fonder une famille, il faut que le masculin aille prendre le féminin dans une famille et fonde la famille en son nom. Si par exemple c'est Akplogan ou bien Kedowide, le masculin, c'est lui qui fonde la famille. Et donc, par reconnaissance pour tout ce que la famille du féminin a eu à entretenir pour l'enfant qui est né dans une famille, qui a été accompagné dans une famille et qui maintenant va quitter sa famille pour aller dans une autre famille, eh bien, c'est un signe de reconnaissance. Mais si cette démarche reste sincère, cela montre la rencontre. Et la vie n'a de sens que dans la rencontre. Et l'Église ne peut pas interdire la rencontre et tous les accessoires qui permettent à la rencontre d'être intéressante. Et je pense que la dot fait partie de cette dynamique-là, de la rencontre entre deux familles, entre deux individus pour la fondation d'une église domestique. Et quand on parle d'une église domestique, c'est une assemblée de prière et où Dieu est là, présent au cœur de leur vie. Je pense que dans notre vie, quel que soit ce que nous faisons, il y a toujours le malin qui tente de détourner l'essentiel de l'essentiel, parce que le malin nous envoie dans des distractions et décentre l'homme et la femme de ce qui fait leur unité et leur solidarité. Évidemment, dans un pays comme le nôtre, qui est un pays pauvre, où on voit des développements et qui, dans certains coins de son pays, les gens vivent la misère et hélas, la misère conduit à beaucoup de vices. Et ces vices-là, c'est l'un de ces vices que vous venez de souligner, qui donne un sentiment d'un fonds de commerce. Mais l'homme ne peut pas être vendu. Et nos ancêtres étaient pauvres, mais dignes. Et je pense que toute la cupidité citadine qui s'exporte maintenant dans les villages, hélas, vilipende la mémoire de nos parents qui avaient le sens de la fraternité et de la solidarité. Vivement que, ensemble, nous puissions développer notre pays de l'est à l'ouest, du nord au sud, et que tous les acteurs sociaux et gouvernementaux puissent travailler à l'éradication de la misère. Et plus la misère n'aura plus son droit d'aînesse, plus je pense que les gens auront plus le sens de la rencontre et du partage interpersonnel et interculturel. Je pense que la dot est toujours, et doit demeurer toujours symbolique. C'est pour cette raison que je demande à tous les parents, tous les Béninoises et Béninoises qui font cette démarche-là, que c'est une démarche noble envers une famille qui nous donne sa fille. C'est une démarche noble pour montrer que ce que nous prenons, ce n'est pas simplement du matériel. La séance d'information, de sensibilisation a permis aux différents travailleurs, travailleuses, salariés de la GDIZ d'être informés des dispositions spéciales relatives aux répressions des infractions commises à raison du sexe des personnes. Notamment, un accent a été mis sur le harcèlement sexuel en milieu professionnel, les violences en milieu professionnel. En ce sens que nous avons mis en place des mini-cellules d'écoute, des cellules qui sont menées par des psychologues, des assistantes sociales, des avocats, pour pouvoir recueillir le maximum d'informations sur ce qui se passe, parce que les meilleures personnes pour en parler sont bien évidemment ces femmes qui sont victimes d'harcèlement, qui sont victimes de viols. Parce que telle a porté plainte, parce que telle est allée dénoncer, la personne est tout de suite stigmatisée. Donc on doit mettre en place un protocole en fait qui permet à ce que les femmes et les hommes qui reçoivent les plaintes, qui dénoncent aussi, ne soient pas stigmatisés. Les travailleurs ont été également informés
de toutes les structures qui sont disponibles, des services sociaux qui sont installés dans les différentes communes pour qu'en dehors des difficultés qu'ils pourraient peut-être enregistrer dans leur zone de travail, qu'ils puissent également se rapprocher de ces structures-là pour partager avec elles les difficultés qu'ils rencontrent dans leur famille. C'est autour de ce slogan que des milliers de travailleurs réunis au sein de la CSA Bénin, de la CGTB, de la COSI Bénin et de l'UNSTB ont marché dans les rues de Cotonou ce samedi 11 mai 2024 pour protester contre la vie chère, la remise en cause des acquis sociaux et la malgouvernance. Les manifestants, avec des bandeaux rouges sur la tête, des pancartes et des banderoles, ont exprimé leur mécontentement face à la situation actuelle que vit la population béninoise. La marche des travailleurs a démarré à la Bourse du Travail et passé par le Grand Carrefour avenue Stemez, le Carrefour Saint-Michel, le Carrefour Marina et a échoué au Carrefour Étoile Rouge. Il est grand temps de souhaiter et d'exiger une gouvernance moins brutale et moins déshumanisée. Il est grand temps de revivre dans un environnement démocratique et de redonner le droit de se plaindre au peuple quand il a mal. Car tant que nous permettons à un individu de décider seul et pour toujours de notre destinée, nous serons condamnés à errer. C'est la démocratie et ce que nous faisons, le pouvoir actuel, le pouvoir du président Talon doit comprendre que ce n'est pas un acte de défiance. On n'est pas contre sa personne, mais on veut dire ce qu'on ressent. Et c'est une marche pour l'aider, pour aider le pouvoir à décrypter les signaux que nous lui envoyons. Nous lui envoyons des signaux. On a faim, on nous tape, quand on n'a pas de casque, on nous persécute, on nous pourchasse comme des malfrats. On n'est pas d'accord avec ça. Nos tickets valeurs là, vous allez retirer, il faut nous les remettre. Les carrières des travailleurs, vous ne faites rien. Le maïs est cher. Les gens souffrent, ils ne mangent pas. C'est des signaux qu'on envoie pour dire ah, il faut faire quelque chose. Et donc le pouvoir doit comprendre que c'est pour l'aider. C'est le secrétaire général de l'UNSTB qui a fait la lecture de la déclaration de la protestation contre la cherté de la vie. Dans cette déclaration, il a fait des dénonciations et des revendications devant les manifestants. Vos compatriotes vont mal, très mal. Oui, ils n'en peuvent plus. Ils ne supportent plus. Ils sont fatigués. Sur le plan général, de la cherté excessive de la vie, de la politique fiscale asphyxiante du gouvernement, de l'effritement vertigineux et continu de leur pouvoir d'achat, du sous-emploi et du chômage devenu endémique, de la barbarie et des bavures policières, de l'inflation législative avec au compteur des lois chrysogènes, scélérates et réductrices des libertés individuelles et collectives. Nous voudrions vous informer très formellement et solennellement qu'elle sera renouvelée autant de fois qu'il sera nécessaire pour changer la gouvernance en faveur des masses laborieuses. Au point de la marche à l'Étoile Rouge, Moudassirou Bachabi, secrétaire général de la CGTB, a relevé que le gouvernement béninois a convoqué les responsables syndicaux à une rencontre prévue pour le 23 mai 2024. L'objectif de cette réunion sera d'engager des discussions constructives sur les préoccupations exprimées par les syndicats. En conclusion, nous disons que cette attitude du Bénin, plutôt au travers de la plus haute autorité, nous rappelle malheureusement une sorte de volonté d'asphyxier le Niger. Et ça n'a pas démarré aujourd'hui. Notre souhait, c'est d'entendre raison, de prendre les dispositions. Le Niger est prêt à rouvrir sa frontière lorsque nous allons avoir la certitude que notre territoire est en sécurité. Le combat que nous menons aujourd'hui, le combat de souveraineté, le combat
de dignité, dans le respect de l'autre. C'est tout à fait naturel. Nous voudrions vivre en paix. On n'a accusé personne, on n'a attaqué personne. Mais on ne permettrait pas que sous le couvert d'un voisinage ou d'une accusation de n'avoir pas levé les mesures de fermeture, que nous continuions à être attaqués. Ça, c'est une décision que notre gouvernement, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, pour notre peuple, une décision que nous prenons pour notre propre sécurité. C'est ça. Aujourd'hui, si nous savons que sur le territoire du Bénin, il n'y a pas ces troupes dont je vous ai montré de manière documentée l'emplacement de ce pays qui est parti de chez nous, je vous assure, demain matin, on ouvrira la frontière. Et pour le reste, nous allons tous, vous allez être témoins de la suite. Je voudrais réitérer ici la volonté du Niger de protéger ses relations avec la Chine. La Chine est un grand partenaire, un pays ami. Cette aventure du pétrole a commencé en 2008 avec la Chine. Notre devoir, c'est de protéger justement ces relations qui sont en tout cas des relations que nous voudrions voir départies de tout doute. Et là-dessus, je pense qu'il leur revient évidemment de faire en sorte que cette question soit très rapidement résolue. Et puis, n'oubliez pas que le Bénin tire profit de ce brut. C'est des milliers d'emplois directs pour les Béninois. C'est des revenus fiscaux pour les Béninois. Même si aujourd'hui, mine de rien, on tente de dire qu'il n'y a rien, il n'y a aucun impact. Vous savez, le président Talon, il a pris une décision, il est souverain dans son pays. Mais le pétrole, là, en question, n'appartient pas uniquement au Niger. Il ne faut pas oublier que nous avons un partenaire qui détient la plus grande partie. Mais même son propre pays tirera profit de ça. C'est ce que j'ai expliqué. Il y a des revenus fiscaux, il y a du travail pour les Béninois. Je ne pense pas qu'on va en rester là. Pour l'instant, le Niger, qui a toujours respecté ses engagements, respectera ses engagements. Et c'est pour ça que nous avons dit à la partie chinoise également de prendre le relais pour parler, et je pense qu'une solution sera trouvée. C'est mon sentiment. Maintenant, pour la question liée au contournement, n'oubliez pas que le Niger a 7 frontières. Il y en a 6, moins le Bénin. Le Niger est habitué à connaître des situations d'épreuves et même de punitions. C'est sur la base d'aucun texte que notre pays a été sanctionné. Et le Niger a observé jusqu'à ce que les porteurs de ces décisions iniques, inhumaines et irresponsables reprennent la décision de dire qu'ils revenaient là-dessus. Je ne voudrais pas m'étendre sur les questions politiques, mais vous ne pourrez jamais séparer deux peuples comme celui du Bénin et du Niger. Un fait inhabituel dans la cour d'une maison à Lomé où sont installées chaises, podiums, projecteurs pour une représentation théâtrale. Du théâtre à la maison. L'espace dans lequel la représentation s'est installée, d'abord, je suis très très content parce que on fait sortir le théâtre des 4 murs qu'on a l'habitude de voir. L'objectif est clair, sortir le théâtre du cadre habituel des salles de spectacle pour aller vers le public. Le théâtre retourne à son origine, le théâtre retourne aux gens à qui il appartient finalement, qui est le peuple, qui est la population, et que ce théâtre-là est fait à partir du quotidien, à partir de ce qu'on appelle l'imaginaire collectif d'une ville ou des gens, et qu'on vient représenter ce théâtre à cet endroit-là, c'est juste magique. Cette magie du théâtre qui va vers le public prend différentes formes. De la simple représentation jusqu'à des festivals dans plusieurs villes du pays. On a quand même fait près de 15 ans de théâtre de salle et chaque fois, il y a ce problème de public qui revient toujours.
Vous prenez tout le temps pour créer, après le public n'est pas là, vous allez faire des tournées, le public n'est toujours pas là. Alors que le public, il est quelque part, il se retrouve toujours quelque part, il se retrouve chez lui, sur les terrains, au marché, dans l'espace public. Donc c'était important de tenir compte de cet aspect public-là et réorienter nos créations et retourner à la base. Du théâtre sous toutes ses formes à la performance, cela permet de remettre le patrimoine urbain au cœur du processus de création artistique. C'est de laisser le public réfléchir, d'imaginer aussi ce qui se passe à travers la création. Les acteurs espèrent que le théâtre retrouve un nouveau souffle, résonnant avec les histoires et les réalités locales. En le ramenant dans les quartiers, dans les rues et dans les maisons, cela va redonner vie au patrimoine urbain et réaffirmer la magie du spectacle vivant. Noël Tadegno à Lomé pour Africa News. Les syndicats nigérians ont organisé lundi des manifestations à l'échelle nationale contre les récentes augmentations des prix de l'électricité. Ces augmentations sont dues à la suspension des subventions par le gouvernement du pays. Les syndicats composés de fonctionnaires ont manifesté devant les bureaux des services publics d'électricité dans les grandes villes. Leur exigence est que les autorités contrecarrent la hausse des prix qui a aggravé la crise du coût de la vie au Nigeria. Chaque manifestation a ses propres particularités et quand on regarde celle-ci, elle est très spéciale car elle touche au tissu économique parce que l'énergie, c'est la vie. L'énergie, c'est le pilier de l'économie nigériane. Pour sortir le Nigeria de la crise, nous devons pouvoir disposer d'un approvisionnement en électricité stable. En avril, les tarifs de l'électricité ont plus que doublé, tandis que le gouvernement a annoncé qu'il économisera au moins 788 millions de dollars en subventions cette année. Comme chaque année, le plâtrage de la grande mosquée de Djenné renforce les liens communautaires au Mali. Dimanche dernier, les habitants de Djenné, dans la région de Mopti, ont participé au rituel annuel de restauration. Une étape cruciale dans la préservation de ce monument emblématique, considéré comme le plus grand édifice en briques de terre crue au monde. Le plâtrage de la mosquée est un symbole de paix. Les pauvres, les riches, tout le monde y participe. C'est une activité communautaire. Nous continuerons cette tradition de génération en génération. Nous la transmettrons à nos enfants et ils feront de même. Chaque année, les organisateurs choisissent un leader parmi nous. Car ce plâtrage est symbolique, il protège la ville de Djenné. Faisant partie du patrimoine mondial en danger de l'UNESCO depuis 2016, cette mosquée est à la fois un joyau architectural et un lieu historique d'éducation islamique. Participer à cette tradition est une bénédiction pour les croyants de la région. Je suis de Djenné et je suis venu aider. Je prie que Dieu nous donne la chance de faire cette activité l'année prochaine. Érigée en 1238, la mosquée a subi plusieurs démolitions et reconstructions. Aujourd'hui, la ville doit faire face à l'insécurité. Beaucoup de gens parlent de l'insécurité. Ils trouvent qu'on ne peut pas venir à Djenné parce qu'il y a de l'insécurité. Malgré ces obstacles, les habitants sont engagés à protéger leur héritage en replâtrant la mosquée avant l'arrivée des pluies en juin. Les incendies utilisés comme arme de guerre au Soudan ont détruit plus de villages et de villes dans l'ouest du pays en avril qu'au cours de tout autre mois depuis le début du conflit il y a plus d'1 an. C'est ce qu'a révélé une analyse réalisée lundi par un groupe de défense des droits basé au Royaume-Uni. Sudan Witness, un projet open source géré par le Centre à but non lucratif pour la résilience de l'information, a déclaré que 72 villages ont été détruits ou endommagés par des incendies le mois dernier. Ces incendies portent le nombre total de villages touchés par le feu au Soudan à 201, depuis le début du conflit, en mi-avril de l'année dernière. Le nombre d'incendies a particulièrement augmenté dans le nord et l'ouest d'Al-Fasher, la capitale de l'État du Darfour Nord, qui fait face à une menace d'attaque militaire imminente.
Des inondations dévastatrices sévissent dans plusieurs régions de l'Afrique de l'Est, plaçant le Burundi dans une situation critique. Au cours du week-end dernier, le gouvernement burundais a déplacé environ 2000 familles vers des abris plus sûrs, offrant un soulagement aux victimes. Nous pensions que l'État nous avait abandonnés, mais Dieu merci, ils nous ont trouvé un refuge. Soutenus par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, les familles sinistrées ont été transportées par bus des rives de Gutumba à Matiazo, à environ 30 km de Bujumbura. L'État souhaite vous sauver de ces eaux, car des gens ont été tués par des crocodiles et des hippopotames. Nous ne voulons pas que cela se reproduise, alors nous allons continuer à travailler. Nous souhaitons également aider les étudiants à poursuivre leurs études, notamment les étudiants candidats aux examens. Ce défi logistique reste confronté à une pénurie de matériaux pour construire des abris temporaires. Face à cette situation, les autorités appellent à une solidarité internationale accrue. Au Tchad, l'opposant Succès Masra conteste les résultats des élections présidentielles du 6 mai dernier. Le chef de file de l'opposition a annoncé dimanche avoir déposé un recours en annulation auprès du Conseil constitutionnel. Les résultats préliminaires ont donné le président Mahamat Déby Itno vainqueur avec un peu plus de 61% des voix contre 18,5% pour Masra. Le premier ministre du gouvernement de transition du Tchad avait revendiqué la victoire peu avant l'annonce des résultats, indiquant sans apporter de preuves que les résultats du scrutin étaient manipulés. Le Tchad a obtenu ces élections longtemps retardées après 3 années de régime militaire. La victoire du président Mahamat Déby surprend très peu les observateurs. Déby avait pris le pouvoir lorsque son père, qui y avait passé 3 décennies, a été tué au front face aux rebelles en 2021. En Afrique du Sud, une semaine après l'effondrement d'un immeuble à Georges, le bilan est en hausse. 32 morts, 13 personnes hospitalisées et 20 autres manquent encore à l'appel. Ce mardi, 8 corps ont été sortis des décombres et la recherche continue avec de maigres espoirs de retrouver des survivants. La mission se poursuit aussi rapidement que possible et avec autant de prudence que possible, mais avec un peu de chance, et nous pensons qu'il est possible qu'il y ait encore de la vie sous les décombres. Pendant ce temps, les investigations sont en cours. Les autorités enquêtent pour situer les responsabilités dans ce drame, dont les causes continuent d'alimenter le mystère. Alors qu'il aurait tenté de faire passer clandestinement des échantillons d'araignées et de scorpions, un conservateur du Musée américain d'histoire naturelle a été arrêté lundi à Istanbul. Lorenzo Prendini, expert en arachnide au prestigieux institut basé à New York, a été arrêté par la police à l'aéroport de la capitale turque alors qu'il tentait de sortir quelques 1500 échantillons hors du pays. En fouillant son bagage à main, des agents anti-contrebande ont découvert des sacs en plastique qui semblaient contenir des araignées et des scorpions morts. Ils auraient également trouvé des échantillons liquides de venin dans des flocons en plastique. Selon le site du musée américain, Prendini, né en Afrique du Sud, mène dans le cadre de son travail des recherches sur les araignées et les scorpions. Ces recherches l'auraient conduit dans plus de 30 pays et il a publié de nombreux articles scientifiques sur le sujet.